Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, donc votre magazine qui traite de l'actualité sportive. Et donc ce soir au programme, bien sûr, nous allons vous annoncer les grands événements, bien sûr, du week-end. Et nous reviendrons aussi sur les différents événements qui se sont écoulés cette semaine. Toujours, bien sûr, en compagnie de Richard Etienne. Richard, bonsoir. Bonsoir, Sibérine. Et donc, nous ferons le point ce soir avec Vincent Philippa, qui est donc le CTS de hand, sur les interpoles qui se sont déroulés, qui se sont terminés mardi. Et donc, nous ferons un point sur cette compétition et puis un petit tour d'horizon aussi au niveau du pôle et puis au niveau du hand guadeloupéen. Vincent, bonsoir. Bonsoir, avec plaisir. Nous parlerons également de rugby, Richard, avec donc Lionel Laurin, qui est responsable donc de la commission école de rugby et qui sera ce soir avec nous, bien sûr, pour nous parler du développement de cette discipline en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Surtout, il y a quand même une grande compétition qui va arriver là ce week-end. Oui, la finale régionale de l'ORC, on va en parler. Et puis notre fil rouge du soir, bien sûr, il s'agit de cyclisme. Et donc ce sera Teddy Sinan qui sera donc là ce soir à l'honneur et qui sera le fil rouge donc, de cette émission toute bien sûr la soirée et qui est donc vice-président du comité régional de cyclisme. Teddy, bonsoir. Bonsoir. Et donc nous allons parler avec Teddy, donc de l'ouverture de la saison, justement, avec cette première compétition qui sera également, bien sûr, 2 jours sur ce week-end. Tout à fait. Le décor, donc, est planté pour ce soir. J'espère, bien sûr, que vous allez rester avec nous et que vous allez pouvoir, bien sûr, en tirer un maximum d'infos. Et surtout, on ne doit pas oublier quand même les résultats, puisqu'il y a les résultats qui viennent derrière, les résultats de tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Et oui, donc les résultats et puis surtout le programme de ce qu'il va y avoir ce week-end, bien sûr, si vous voulez vous rendre dans les différents stades pour suivre les compétitions. Voilà, et donc on va commencer, bien sûr, j'ai oublié de vous préciser que donc cette compétition qui dit fil rouge, c'est que cette compétition donc sera en direct sur l'antenne de Canal 10, l'ouverture donc du championnat de vélo, bien sûr, avec Pascal que vous retrouverez donc dimanche sur l'antenne de Canal 10 pour vous faire vivre donc dès 9h cette compétition. On aura un dispositif un peu spécifique, une première partie en télé et puis le reste de la course que vous pourrez suivre donc en intégralité sur notre Facebook. Mais en tout cas, vous pourrez voir cette première compétition sur notre antenne, bien sûr, de Canal 10, Richard. Oui, tout à fait. Et donc, on commence avec le hand. Et donc, monsieur le CTS, vous êtes arrivé donc cette année en Guadeloupe ou ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans que... Voilà, donc justement, les Interpol, donc cette semaine, comment s'est déroulée cette compétition? Un bilan peut-être un peu mitigé ou vous êtes plutôt satisfait? Écoutez, on n'a pas pour habitude d'être forcément dans le haut du classement. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus l'objectif. Alors on y va pour vivre une compétition collective, mais on y va aussi pour mettre en avant tous les potentiels qu'on a au sein du giron antillo-guyanais, puisqu'on représente le pôle antillo-guyanais. Et donc il y a eu des individualités qui ont su se mettre en valeur, et pour moi ça c'est aussi important au-delà du résultat sportif. Justement, donc ce sont des critères. Vous parlez de bons résultats, puisqu'on a 2 joueuses qui se sont tout de même qui sont sélectionnées du coup pour la suite. Alors, donc c'est aussi une bonne chose. En effet, donc on a 2 joueuses retenues pour le stage national. C'est pas encore tout à fait, c'est une étape intermédiaire avant la sélection nationale. Après, à mettre en perspective aussi, on avait 2 filles de la génération 2005 qui étaient déjà parties en centre de formation et donc qui, elles aussi, sont retenues sur le stage national. Donc ça fait 4 représentantes, 2 martiniquaises pour être très exact, et 2 guadeloupéennes. Voilà. C'est un bilan vraiment très positif. Le hand féminin fonctionne vraiment très très bien. On a vraiment de très beaux résultats, de très belles perspectives aussi par rapport à tout ce qui se fait. Alors il y a des résultats historiques. On sait qu'il y a des joueuses qui représentent la Guadeloupe, notamment
au plus haut niveau et en sélection nationale en étant championne olympique. Mais c'est vrai que très régulièrement, on place des jeunes athlètes en sélection nationale jeune, junior. Et surtout, on arrive à faire en sorte que ces jeunes filles, en respectant un double projet, en se formant aussi scolairement, mais arrivent à atteindre leur meilleur niveau. Et il y a un certain nombre de joueuses professionnelles, donc pas forcément internationales, mais il y a quand même un grand nombre de joueuses professionnelles qui sortent de ce territoire. Donc effectivement, je pense que la Guadeloupe contribue largement au renouvellement de l'élite et la zone anti-Guyane plus largement aussi. Voilà. Alors aux Interpol, vous terminez tout de même 12e sur 14. Oui. Alors selon vous, est-ce que c'est un bilan que l'on peut qualifier de satisfaisant? Alors si vous voulez, je trouve qu'on a réduit l'écart par rapport à d'autres sélections, parce que si on regarde les résultats sportifs, ils sont quand même régulièrement très serrés, et même avec des grandes régions de handball, c'est-à-dire que notamment la région sud, qui représente 30 000 ou 40 000 licenciés, c'est vrai que on a tendance à penser que ça peut jouer dans une autre cour que nous en termes de nombre de licenciés, et pour autant on rivalise clairement sur le terrain. Vous dites que c'était ma première année, c'est un peu vrai puisque c'était la première année sans Covid. Donc on a vu que les filles, quand elles s'entraînaient régulièrement et qu'en plus elles avaient la chance de jouer régulièrement en championnat, ça réduisait aussi considérablement l'écart entre notre territoire et la métropole. Et donc c'est vrai qu'on a défendu, je pense, chèrement notre peau sur un certain nombre de matchs. On n'a pas pu rivaliser avec deux équipes en particulier, mais qui ont terminé championne et troisième du classement. Mais après, je trouve qu'on rivalise avec le gros des autres pôles. Et il nous manque un petit déclic, peut-être une petite expérience en plus pour franchir le cap, mais on va continuer à travailler pour essayer les années futures pouvoir franchir ce cap. Oui, alors 2015 et 2016, c'est une année de référence pour les Interpol Guadeloupe, puisqu'on a eu de très très bons résultats. Quand on regarde, quand on fait un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, vous attribuez ça à quoi? C'est quoi selon vous? Je ne sais pas, il faut voir un petit peu aussi dans l'histoire même avant. Est-ce que c'est une génération spontanée? Alors il y a forcément eu beaucoup de travail, il n'y a pas des choses qui arrivent. Même avant, il y avait de très bons résultats, il faut le reconnaître. Même avant 2016. Peut-être, oui. Moi, pour tout vous dire, je ne maîtrise pas forcément l'histoire de la Guadeloupe jusqu'aux années 2000, etc., etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, cette génération fait parler. Je pense que nous, il faut qu'on arrive à franchir le cap. Les filles, quand elles vont jouer une compétition comme ça, elles ont vraiment le sentiment de jouer leur vie et leur avenir sportif. Plus que les jeunes filles de métropole qui sont vues régulièrement par les clubs professionnels, etc. Et je pense que déjà, si elles étaient capables d'arriver un peu plus libérées, un peu plus sereines et un peu plus sûres de leur handball, je pense que déjà, on pourrait combler une partie du déficit. Après, là, pour le moment, effectivement, on est quand même sur une période de relance. Donc, en termes de licenciés, on n'a pas retrouvé les chiffres de l'époque. Je pense qu'à cette époque-là, on tournait autour de 2000 licenciés en Guadeloupe. Là, on est à 1400. On essaye de relancer la machine. C'est vrai qu'on a encore, à l'heure où je parle, un gros déficit encore sur les catégories jeunes. Les clubs ont plutôt relancé le public senior. Mais je pense qu'il faut s'atteler à bien relancer aussi la dynamique jeune pour avoir un vivier un peu plus conséquent. Je pense que la Ligue a fait les efforts d'un point de vue structurel pour améliorer aussi la structure pôle. Je pense que la structure pôle est efficace, ça travaille plutôt bien et la Ligue a mis les moyens. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à travailler un peu plus en amont, ce qui se passe notamment sur les sélections départementales, donc ce qu'on appelle nous les intercomités, où pour le moment, on a du mal à faire émerger des gros potentiels parce que peu de clubs sur la relance. Pour tout vous dire, l'année dernière, aux intercomités, on a fait une détection sur 3 équipes en filles, 5 en garçons. Bon, je pense que quand tout le monde aura relancé l'activité, on devrait pouvoir retrouver un vivier un peu plus important. Mais il y a une chose, justement, que l'on constate. Individuellement, c'est vrai que ça va. Mais c'est collectivement qu'il y a un problème. Alors, on peut trouver quand même une solution véritablement à cette situation. Parce que quand on les voit évoluer individuellement, on sent qu'il y a du potentiel, mais c'est le collectif qui ne fonctionne pas. Disons que pour le moment, sans faire injure,
Mais pour le moment, on a un petit décalage quand même entre le niveau de nos clubs et le niveau de clubs dans lequel sont confrontés les jeunes en métropole. Quand on joue en niveau N1 ou N2, on a un niveau plus homogène que chez nous dans notre plus haut niveau territorial, où il y a des très très bonnes joueuses, mais aussi dans chaque équipe, il y a des joueuses un peu plus débutantes ou un peu moins aguerries. Et donc du coup, on ne peut pas forcément développer le même projet, mais je suis convaincu que les clubs travaillent dans le bon sens aussi. On a relancé aussi la formation des cadres, parce que je pense que ça passe aussi par là cette année. Donc on va essayer de redynamiser l'ensemble des entraîneurs pour que le jeu, effectivement, qui soit développé dans l'ensemble des clubs, soit un peu plus proche de la réalité du haut niveau. Parce qu'effectivement, maintenant, le haut niveau, ça court en permanence. Quand on force de constater que pour le moment, encore dans nos championnats, c'est pas encore tout à fait le rythme qu'on souhaite, nous, sur nos championnats. Pour l'instant, on ne l'a pas tout à fait. Mais je pense que les clubs vont continuer à œuvrer. Et nous, on est là pour les accompagner, pour s'améliorer. Oui. C'est vrai que c'est difficile, ce côté, effectivement, confrontation. On l'a un petit peu dans tous les sports parce que notre niveau n'arrive pas à être suffisamment élevé pour permettre à nos joueuses ou à nos joueurs de très bon niveau de pouvoir, justement, une fois arrivés en hexagone, d'être, on va dire, d'être au niveau. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, ça aussi, ça va être peut-être un coût financier, il va falloir avoir les moyens, mais à terme de se dire qu'au-delà des interpôles, de ces rendez-vous, de pouvoir offrir à ces jeunes qui sont au pôle, déjà de cibler sur ces jeunes qui sont au pôle, des compétitions un petit peu plus élevées pour leur permettre justement de faire face plus souvent à ce niveau-là? Alors déjà, il y a des compétitions qui peuvent exister. Il y a les IHF Trophy qui redémarrent. Ça a redémarré en garçon cette année, ça redémarrera en filles la saison prochaine. Je pense que c'est des compétitions internationales. Alors certes, pas avec les meilleures nations du handball, mais pour nous, c'est déjà très bien de s'y confronter et ça remonte aussi, et ça donne un peu plus d'expérience à nos jeunes, une expérience internationale. Et nos garçons ont pu en profiter, nos filles en profiteront certainement l'année prochaine. Après, je pense vraiment qu'on peut essayer de partir plus souvent, mais moi je pense qu'il faut essayer d'enrichir notre environnement pour qu'on soit plus performant chez nous. Bon, il faut penser aussi que dans certains sports, nos jeunes Guadeloupéens ou Guadeloupéennes ne restent pas forcément jusqu'à la terminale. Le handball a pris le parti de les laisser au sein du territoire et ça veut dire que quand même, on assure quand même un niveau... Voilà, moi je veux quand même valoriser nos clubs parce qu'on assure quand même un niveau de jeu qui est suffisant pour préparer un avenir à ces jeunes filles. On assure un niveau de structuration au pôle qui est suffisant. Donc les toutes meilleures partent peut-être avec un an d'avance, mais vraiment on arrive à les garder dans notre giron assez longtemps et pas les faire partir à 13 ans ou 14 ans où là c'est pas forcément facile pour elles ou pour eux et c'est pas non plus très bon pour notre territoire de les faire partir si jeunes. Donc moi je crois qu'on peut encore mieux travailler tous ensemble pour améliorer le niveau de jeu et pas toujours imaginer que c'est mieux ailleurs. Alors après si on peut faire une sortie de plus avec le groupe pôle, mais nous on a essayé aussi de l'intégrer, de les faire jouer plus régulièrement face à nos équipes de clubs et ça a déjà porté des fruits. Alors peut-être qu'à terme on peut l'imaginer le pôle au sein du championnat, je sais pas en plus. Enfin c'est des réflexions qu'on a. Voilà, donc le chantier est ouvert et je prétends pas pouvoir amener une solution du jour au lendemain, mais plutôt faire un travail de longue haleine et en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Et les 16 qui étaient partis là-bas, justement, aux Interpôles, font partie justement du pôle? Alors, j'ai pas bien compris votre question. Toutes les filles qui sont parties justement aux Interpôles là-bas, oui. Est-ce qu'elles font partie du pôle? Elles sont obligées d'être au pôle pour participer aux Interpôles. Exactement. Et au-delà des filles qui sont sélectionnées pour le stage national, on a des filles qui vont rentrer aussi en structure de centre de formation de club professionnel, donc qui vont atteindre leur objectif personnel qui était de rentrer en centre de formation. Donc on va avoir quelques réussites en plus des 2 filles qu'on a mis en valeur au début. Voilà.
Vous avez, vous le disiez, cette chance de pouvoir aller très loin, donc entre guillemets, avec les joueurs ou les joueuses, de pouvoir les garder suffisamment longtemps pour arriver à cette formation, on va dire, ou même que ces joueurs et joueuses soient arrivés à maturité pour pouvoir partir. Et qu'est-ce qui a permis, en fait, à la structure Pôle Guadeloupe de pouvoir justement mettre en place cet aspect-là par rapport aux autres pôles où on sait qu'effectivement à 14-15 ans, on a des jeunes qui partent et qui souvent ne reviennent pas ou qui ont du mal à accepter ce changement. Et c'est vrai que chez vous, on peut encore être là jusqu'à 16-17 ans. Bon, alors déjà, il y a eu une volonté fédérale de mettre un pôle accession dans chacun des territoires de la zone Antilles-Guyane. Donc on a un pôle qui fait 4e seconde en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et avec une structure pôle excellence qui réunit l'ensemble des meilleurs sportifs de ces 3 structures au sein de Basse-Terre, donc le pôle excellence antillo-guyanais. Donc il y a une volonté fédérale et qui existe sur l'ensemble du territoire, mais en partant du principe que les ultramarins étaient aussi en capacité à mettre le cahier des charges d'un pôle excellence. Et à l'heure où je vous parle, le cahier des charges est totalement respecté. On n'est pas sur quelque chose de complaisant. Il y a vraiment l'ensemble du cahier des charges qui est respecté. Après, pourquoi la Guadeloupe ? Je pense que c'est historique. Je pense qu'il y avait un prédécesseur en la personne de M. Malinure qui avait fait un travail de fond. Et qui continue. Oui, parce qu'on l'a toujours au sein du staff pôle, mais aussi dans nos actions de développement. Donc, qui avait fait un travail de fond qui a fait que la Guadeloupe était peut-être, au moment où il y a eu une décision politique d'installer le pôle excellence, peut-être un petit peu en avance sur ces structurations-là par rapport aux 2 autres territoires. Ouais. Et puis on félicite d'ailleurs ces 2 personnalités, à savoir Mme Moka et puis également M. Malinure, qui tous 2 d'ailleurs ont fait partie de oui, puis on peut penser à Mme Gina Saint-Fort aussi, qui est toujours vice-présidente de la Fédération française de handball chargée des Outre-mer et qui est toujours responsable de la partie scolaire du pôle excellence et du pôle accession de Guadeloupe. Voilà. Il y a une dernière question que j'aimerais justement vous poser. En termes de confrontation, est-ce que vous avez pensé déjà, enfin moi je crois, à certaines confrontations à l'extérieur? Je crois que c'est un élément indispensable si on veut qu'il y ait une bonne progression d'ailleurs de la discipline. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a un calendrier déjà mis en place pour ça? Alors, pour que le pôle aille jouer à l'extérieur du territoire le pôle, oui, mais pourquoi pas, oui. Comme je l'ai dit et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, il y a des compétitions internationales qui vont redémarrer et auxquelles on associera bien sûr la structure pôle. Après, la volonté de repartir, si on était amené à repartir en métropole, on se pose la question de refaire peut-être un stage d'immersion sur la période de décembre pour essayer de jouer des équipes de métropole, club, ou peut-être des pôles. Mais quand on est arrivé là sur la compétition, on a rencontré une équipe de National 1 qui était la Stella Saint-Maur. Donc on essaye de profiter à chaque fois qu'on part de jouer aussi des clubs locaux et qui essayent de nous tirer un petit peu vers le haut. Et surtout que les filles passent une période d'adaptation, parce que c'est aussi cette période d'adaptation, quand on regarde le début de la compétition, était beaucoup plus difficile que la deuxième partie. Oui, donc une fois qu'elles s'adaptent, on arrive à proposer des choses. Prochain rendez-vous du coup pour le pôle sur là il y a nos garçons qui repartent pour les finales intercontinentales, donc U18 au Costa Rica, et ensuite c'est plutôt les sélections régionales de ligue, donc la Ligue Antilles-Guyane, courant mars pour les filles et tout fin février pour les garçons. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On sait que vous avez des obligations également, mais si vous êtes avec nous jusqu'à la fin, on vous garde. Si vous devez, écoutez, moi je peux rester encore un peu. Très bien, parfait alors. On va passer juste à côté à notre fil rouge du soir. Donc Teddy Sinan, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc c'est le grand moment du vélo avec la reprise du cyclisme sur route. Donc ce week-end, et donc le week-end dernier, on avait droit au VTT. Donc les choses se remettent en place tranquillement. Alors comment s'annonce cette nouvelle saison? Bon, c'est une saison qui s'annonce très très bien parce qu'on a beaucoup de compétitions inscrites au calendrier.
On reprend les mêmes. Le Crédit Agricole revient cette année. Ça, c'est ferme et définitif. L'année dernière, on n'a pas pu le faire parce qu'au dernier moment, il y avait quelques petits problèmes qu'on a pu régler. Donc, ça reprend bientôt avec le Crédit Agricole. On aura le Denis Manette, on aura le Conseil général, les championnats de la Guadeloupe. On va le décentraliser cette année, on va le mettre sur le Sud-Bastère, parce que le Sud-Bastère, il fait partie de la Guadeloupe. Donc, je sais que c'est difficile là-bas, mais bon, il faut s'y adapter. Hein. Quand on est champion, il faut y avoir un peu champion. Et l'état-major, même, c'est le tour de la Guadeloupe. Donc, tout de la Guadeloupe, pratiquement, tout est déjà pratiquement acquis. Le parcours, bientôt, vous saurez devoir aller. Les équipes retenues ont déjà été reportées favorablement. Donc, on avance tout doucement, mais on avance quand même. Et, bon, avant de parler vraiment de début de saison, il faudrait quand même dire qu'il y a quelques modifications quand même au niveau des réformes, des licences, tout ça. Maintenant, on ne parle plus de SCAD ni de junior, on parle de U10, U15, comme au football, quoi. Comme dans tous les sports maintenant. On a fait quelques réunions de formation avec nos clubs pour finaliser tout ce nouveau dispositif. Nos 2 secrétaires sont partis à Métropole à la fédération pendant une semaine pour stage, pour se former sur la nouvelle pratique. Mais nous rencontrons quand même quelques difficultés parce que les clubs n'ont pas encore tout assimilé. En plus, nous sommes en effectif réduit au niveau du comité régional parce que nous avons quand même une secrétaire qui passe quelques moments difficiles mais qui va nous revenir bientôt. Donc on essaie de tout faire, de tout mettre en place. On a une grosse équipe qui travaille et qui fait pour faire avancer le cyclisme. On a repris aussi le 25 avec l'école de vélo parce que c'est très important l'école de vélo. On a fait une rencontre inter-école de vélo. Le 25 février, ça a été une réussite parce qu'on a eu plus de 25 janvier. 25 janvier, oui. Vous avez dit février. Je suis en avance. C'est compris. Ouais. Donc, on a plus de 100 jeunes quand même au niveau du vélodrome. C'était une réussite. On reprend aussi dimanche avec le BMX. C'est la première manche de la Coupe des îles de Guadeloupe. Donc, on est là, on est prêt, on attend. Alors justement, on est là, on est prêt. Donc juste pendant cette période de période creuse entre guillemets, donc entre 2 saisons, on voit que les choses bougent, les choses évoluent. Est-ce que justement par rapport, on sait à toute cette problématique autour des règlements, des coureurs étrangers, tout ça, est-ce que c'est bien derrière nous ou c'est quelque chose encore qui va impacter, on va dire, la situation du cyclisme guadeloupéen? Nous, au niveau du comité, on pense que c'est derrière nous parce que on a subi des turbulences l'année dernière, mais tout est rentré dans l'ordre parce qu'on a été cité au tribunal, le tribunal nous a donné raison, donc je ne pense pas qu'on va revenir sur cette partie-là. Donc c'est pour ça, tout en essayant de formuler que il y a de nouvelles réglementations, il faut les respecter. Nous, on est à 100% sur le règlement. Donc dès qu'on a le règlement, on ne peut pas avoir de problème. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que vous savez comment fonctionne notre pays, hein. Il faut tout dépasse soi, mais nous, on applique la réglementation parce que quand vous voyez ce qui s'est passé à Haut-du-Rhum, maintenant on cherche des coupables. Si tout était respecté, peut-être qu'on ne serait pas là. Donc nous, on préfère nous couvrir avec la réglementation. Les clubs aujourd'hui, n'ont plus le choix, effectivement, ils sont acceptés. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que les efforts sont faits au niveau des clubs pour pouvoir respecter cette réglementation et de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir l'appliquer? Tout à fait. Les clubs jouent le jeu. Je peux vous dire que samedi dernier, on a eu l'Assemblée générale. On a bouclé l'Assemblée générale en 2 heures. Tout a été voté à l'unanimité. Donc les clubs adhèrent à la politique commune. C'est vrai que... Surtout les présidents de club. Surtout les présidents de club. Oui, ils adhèrent. Bon, on va toujours trouver des récalcitrants. Il y en a toujours, partout, il y en a. Dans la vie, c'est comme ça la vie. Donc, mais la plupart des présidents de club adhèrent à notre politique et on est très satisfait. Alors très souvent, on parle, donc c'est la reprise, c'est un fait certain, on parle aussi de la préparation des coureurs. Bon, vous représentez le comité, mais vous avez quand même un droit de regard sur la préparation des coureurs. Est-ce que selon vous, les clubs se sont bien préparés ou alors commencent à se préparer convenablement en vue d'entamer convenablement cette saison, selon vous? Je pense qu'ils sont préparés parce que nous, on ne fait pas d'ingérence dans les clubs quand même. On laisse les clubs gérer en préparation. Oui. Je pense que quand même si les clubs... on a des bons techniciens en Guadeloupe, ils savent pas les coureurs, donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème.
Je pense qu'ils sont prêts. De toute façon, la première compétition, c'est une compétition de mise en jambe parce que là, on va atteindre que 80 km. Donc, ceux qui sont bas pour ils ne gagnent pas. C'est un circuit très rapide, très technique. Donc, nos coureurs sont préparés parce qu'on a les techniciens qu'il faut pour ça. Alors, on parle aussi également du contrôle lors des différentes courses, contrôle médical. Est-ce que ça va se passer pour toutes les courses? Est-ce qu'il y aura cette présence pour toutes les courses? On n'a pas la main sur le contrôle antidopage. Depuis 2 ou 3 ans, c'est la FLD qui gère le contrôle antidopage. Donc, ça nous est arrivé qu'ils nous tombent dessus, comme ça, ils viennent le matin, ils viennent le jour même en avion de métropole et repartent 2 jours après. Donc, il nous arrive comme ça, nous, on ne peut pas planifier des contrôles antidopage. On fait la demande, mais on ne peut pas planifier. Et c'est eux qui contrôlent. Ils viennent par surprise parce que, bon, parfois, on ne sait même pas qu'ils sont là. C'est le but. Ouais, c'est le but. Très bien. En tout cas, on vous rappelle donc ce fil rouge, bien sûr. Donc, on reçoit donc le vice-président donc du comité, puisque ce week-end, vous allez pouvoir suivre donc l'intégralité de ce premier Grand Prix que vous voyez juste ici, donc qui aura lieu samedi et dimanche. Samedi pour les jeunes, dimanche également pour les femmes et les hommes. On en dira plus, bien sûr, tout à l'heure. Donc, restez avec nous. Pour l'instant, c'est la pub. On se retrouve juste après. On est de retour sur le plateau de Sport 10 avec bien sûr toujours nos invités. Ils ne sont pas partis, vous inquiétez pas, ils sont restés avec nous. Et donc ils vont pouvoir bien sûr continuer à vous présenter les événements qui les concernent donc ce week-end. Et donc on vous rappelle donc Teddy Sinan avec qui donc on discutait sur cette ouverture bien sûr qui aura lieu donc ce week-end pour le cyclisme sur route. Et donc rendez-vous qui sera aussi bien pour les filles et les garçons. Filles et garçons dimanche. Et samedi, les U15 et U17. Vous avez voulu vraiment, donc sur un week-end, compiler aussi toutes les catégories, qu'on puisse vraiment avoir une grande fête, un grand rendez-vous pour cette ouverture? Oui, mais en général, l'ouverture, on le fait comme ça. On le fait sur 2 jours avec toutes les catégories. Donc, c'est plus facile pour nous aussi de jouer sur le même circuit. La course de dimanche était prévue à l'Alliance. Oui. Au départ. Donc, en accord avec la sous-préfecture, on a déplacé au 26 février. Parce que, comme je vous ai dit en offre, le carnaval est très important aussi, parce qu'il y a le carnaval des abîmes. C'est ça. Et il faut cohabiter avec tout ce qui marche dans ce pays. Donc, on a compris, parce qu'il y avait un problème de barrière, il y avait un problème de sécurité, tout ça. Donc, la sous-préfecture nous a conseillé de reporter cette compétition. Donc, on a reporté, on s'est rabattu sur Bonaparte. Et je remercie M. le maire, Marie-Dieu qui nous a donné une autorisation pour faire cette course, et surtout M. Pougin, qui était l'interlocuteur du comité au niveau de la mairie. Donc justement, un petit mot sur le circuit, sur ces 2 jours. Oui, le circuit se fait 2 km 2, c'est le circuit de l'Orisisque. Donc, c'est où il y a l'habitude d'avoir le prologue du Tour de la Guadeloupe. C'est un circuit bien connu. C'est un circuit très technique, très difficile, avec beaucoup de relance. Donc, on va avoir de beaux spectacles. Balisé, oui. Nous, on joue sur la sécurité. Voilà. La sécurité, c'est important pour nous. Donc, on a bien balisé le circuit, il sera fermé. De toute façon, demain, c'est à partir de 13h et dimanche à partir de 7h. Et puis, ce qui est sympa avec le circuit, c'est que ça permet aussi au public de pouvoir vraiment être autour et de voir passer les coureurs en permanence. Et ça met une belle ambiance. Tout à fait. Le public est averti? Oui, tout à fait. Nous, on distribue des flyers, on fait tout pour que tout le monde soit prévenu. On communique beaucoup. Très bien. Richard, autre événement du week-end? Oui, autre événement du week-end, ça va être justement le rugby, puisque ça repart, justement, Lionel Lorrain, ça repart en ce qui concerne le rugby, avec les jeunes surtout. Oui, alors le rugby c'est reparti depuis octobre, mais là demain il y a le challenge. Ouais, un challenge très spécifique, c'est l'ORC, donc c'est l'Orange Rugby Challenge, qui en fait se décline au niveau de chaque comité. Et ensuite, donc demain nous on a la finale régionale qui va se tenir. Et ensuite, cette finale régionale va définir un vainqueur, une équipe qui va gagner chez les garçons et chez les filles. Et ces 2 équipes partiront jouer la finale nationale
à Marcoussis, au Centre national du rugby, à la veille de la finale du top 14, c'est-à-dire du championnat professionnel de rugby de première division, et iront ensuite assister à cette finale. Donc, quels que soient les résultats de la finale pour eux. Donc, il y a une vingtaine d'équipes qui s'affronteront en finale. Voilà. Donc, demain, nous, on a 13 équipes garçons, 8 équipes filles. Alors, c'est pas du rugby au sens où on le voit à la télévision. C'est-à-dire, c'est un challenge autour des jeunes. C'est pour les jeunes, donc c'est les moins de 14 ans pour les garçons et moins de 15 ans pour les filles. D'accord. Voilà. Et donc c'est un challenge autour des compétences, des skills rugbystiques, c'est-à-dire la passe, le jeu au pied, parce que le rugby c'est compliqué, il y a plein d'actions de jeu possibles. Donc l'attaque, la défense, le jeu au pied et la connaissance des règles. Et il y a même un atelier, une épreuve spécifique sur l'éducation numérique, c'est-à-dire pour que nos jeunes ne fassent pas... prennent conscience un petit peu des dangers du numérique. Donc, il y a des questions qui sont posées à l'équipe. Donc, c'est des équipes de 4. Et donc, ils doivent, quand il y a des questions sur les règles ou sur le numérique, doivent répondre ensemble. Et sinon, sur les ateliers, doivent réaliser de manière chronométrée des épreuves. Et plus ils vont vite et mieux ils réussissent, et plus ils marquent de points. Et voilà. Est-ce que les 14 équipes, vous avez dit, justement 13 équipes avec les garçons. Ouais. Oui, alors est-ce que les 13 ont répondu positivement? Demain, c'est 13 équipes qui seront présentes au stade de Bas-du-Fort pour cette compétition. D'accord. Les gamins, justement, les jeunes qui pratiquent cette discipline, vous les trouvez comment? Est-ce qu'ils ont cet engouement? Est-ce qu'ils ont vraiment... est-ce qu'ils se sentent bien dans cette discipline? Alors, donc, cet événement fait partie de ce qui attire aussi et fidélise un petit peu les jeunes. Hein. Donc, le rugby, ça commence à 3 ans et ça continue jusqu'en senior, voire même ce qu'on appelle dans le rugby loisir, le rugby A5, qui est un rugby sans combat, sans plaquage pour les plus anciens, je dirais. Et donc, pour les jeunes, oui, alors les jeunes, ils commencent tôt. Il y a des plateaux chaque quinzaine, on va dire, à peu près, pour qu'ils se rencontrent sur tous les clubs qui nous concernent ici, alors sur tout le territoire, parce qu'on a une triple insularité, hein, évidemment, et donc on a des équipes aussi qui viennent des îles du Nord et à présent de Marie-Galante. Donc, ce qui est une très bonne chose. Et donc, ces jeunes gens, oui, ils sont très bien. Et ils ont aussi la perspective d'intégrer le pôle rugby au Creps, où on a... le rugby, c'est un sport mineur en Guadeloupe, hein, mais on sort des joueurs majeurs, parce qu'on a pas mal de joueurs qui jouent dans des équipes professionnelles aujourd'hui, ou qui sont dans des académies. J'ai pas compris, pardon. On pense à Youyut, par exemple. Voilà, si on passe à Youyut, parce qu'il est très connu, il joue au Stade Toulousain. Mais l'an dernier, on a 2 joueurs du Creps qui sont sortis, qui sont dans l'académie du Stade Toulousain. Ils ont 15 ans. Donc, ils ne sont pas encore connus. Alors, nous, on n'est pas connus, mais forcément, on en a un qui est à Bayonne. Bayonne, aujourd'hui, c'est une équipe qui est quand même dans la tête du top 14. On en a qui sont à Vannes. Enfin, voilà, on a pas mal de joueurs qui intègrent des académies, puis des académies un peu moins prestigieuses, mais qui sont tout autant formatrices pour eux. Alors, quand vous parlez d'académie, je crois qu'il y a un club qui va arriver là bien très prochainement. Alors, juste quelques précisions par rapport à ce club. Donc, chaque année, en fait, le club du Good Luck s'occupe propose à nos jeunes, et de l'école de rugby jusqu'aux jeunes U16, U19, un stage pendant les vacances. Et ce stage, il est organisé avec les cadres du Stade Toulousain. Donc, Stade Toulousain, évidemment, le club le plus titré de France et presque d'Europe. Et donc, c'est vraiment une référence dans le monde du rugby. Et ces cadres du Stade Toulousain viennent proposer donc des ateliers de formation aux joueurs, mais aussi aux éducateurs, ce qui est très important, parce que, comme pour le handball, la formation des éducateurs est une priorité dans le plan rugby de la Guadeloupe, hein, de la Ligue ici. Et donc, nos éducateurs en formation peuvent bénéficier de cette expertise avec celle des cadres techniques qui sont ici aussi en activité. Donc, ce stage, il dure... donc là, sur la première semaine, c'est plutôt pour jusqu'au U14, justement, ou au U12, pardon. Et ensuite, la deuxième semaine, c'est des U14 ou U19, donc les plus grands, quoi. En fait, au rugby, on considère que l'école de rugby, elle s'arrête à 12 ans. Il y a la charnière, c'est les U14, M14 pour les garçons et F15 pour les filles. Parce que jusqu'à cet âge-là, on joue en mixte, en fait. Voilà. Et ensuite, on passe dans des catégories qui sont non mixtes. Et avec les filles, c'est F18, les garçons, c'est U16, U19. Voilà. Et puis
puis on a toutes ces catégories. Alors sur les garçons, on est un petit peu en délicatesse ici sur le territoire depuis 2 ans là. C'est un peu compliqué, avec les mêmes problématiques, hein, c'est-à-dire que à 18 ans on a le bac ou à 17 ans et on s'en va souvent faire ses études. Et du coup, c'est compliqué. Et puis c'est aussi un âge où parfois on a d'autres priorités. Il y a quelques années, je me souviens, justement, le Bruc dominait le rugby. Mais depuis 5 ans à peu près, on constate qu'il y a une émulation, il y a un engouement des clubs de permettre aux joueurs de progresser. Et au point où on ne parle même plus du Bruc, il faut le reconnaître, parce que tous les clubs du département maintenant, ils évoluent. Comment expliquer ça? Alors, donc, moi, je ne veux pas faire offense à un club ou à un autre. C'est vrai que ça fait quelques saisons que, en fait... On ne va pas parler du Barracuda. Voilà. Ça fait quelques saisons qu'on a une équipe particulière qui remporte le championnat. Mais en fait, donc, sur l'organisation des clubs, à ce jour, en fait, on a 4 clubs qui jouent dans ce qu'on appelle le championnat élite de la Guadeloupe, dont le Bruc et le Good Luck sur le territoire guadeloupéen à proprement parler, et 2 équipes qui sont dans les îles du Nord. Voilà, donc à Saint-Martin avec les Archibald et puis les Barracuda à Saint-Barth. Donc ce championnat à 4 avec des équipes martiniquaises, puisque ça fait aussi un championnat anti, c'est un peu compliqué, mais ils ont au niveau du comité, le cadre technique de la Ligue a réussi à organiser quelque chose aussi pour avoir un peu plus de rencontres, parce que 4 équipes, ça fait pas beaucoup. Et à côté, on a 2 clubs un peu... où c'est plus difficile, on les appelle clubs en développement, donc celui dont je suis président à Saint-François et puis celui de Goyave, où là on essaie d'organiser des rencontres. Donc là on va rencontrer par exemple le Bruc ce week-end aussi en fin de journée samedi. Mais tous les clubs effectivement essaient de structurer le plus possible aujourd'hui l'activité rugby avec la volonté de montrer aux pratiquants et à leurs parents, quand on a affaire aux enfants, que la priorité, c'est la sécurité du joueur. Oui. Parce que le rugby, quand on le regarde à la télévision, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous annonce, on nous vend ces joueurs comme on donne leur mensuration, il fait 2,10 m, 145 kg. C'est pas des choses qu'on rencontre beaucoup ici, évidemment, et encore moins chez les plus jeunes. Donc le rugby, c'est avant tout un sport d'évitement, avant d'être un sport de... Voilà, quand on a une trajectoire à prendre, il vaut mieux prendre la porte que le mur, hein, c'est évident. Et donc c'est ça qu'on apprend. Mais en revanche, comme c'est quand même un sport de combat et de contact, on apprend aussi les gestes en toute sécurité. Donc ça passe par les éducateurs et ensuite ça passe par les joueurs. Je vous donne un petit exemple. Là, les catégories M8 ou M10 ont commencé les compétitions, ou les plateaux, disons les rencontres, par du jeu à toucher. Donc il y a des différentes modalités du jeu à toucher. Et puis une fois que les éducateurs, selon le calendrier qui vient de la FFR, considèrent que les joueurs sont suffisamment aguerris et préparés pour passer au plaquage, on passe au plaquage. Avec une spécificité, des règles très très adaptées au rugby amateur. On ne peut pas plaquer à 2 simultanément, c'est interdit parce que c'est dangereux, les têtes peuvent se choquer. On n'a pas le droit de plaquer au-dessus de la ceinture à notre niveau, alors que quand on regarde, oui, écrit bien joué ici, on n'a pas le droit de plaquer ici, c'est interdit, on doit plaquer en dessous au niveau de la ceinture. Alors que quand on voit les professionnels à la télévision, on se rend compte que c'est quand même, parfois ça ressemble à du catch, ils se rentrent dedans avec beaucoup de force et beaucoup de vitesse. Bon, donc nous, ça arrive, hein. Par exemple, si on parle des compétitions qui sont organisées, alors nous on n'a pas de compétition internationale, mais on a le tournoi anti-Guyane chaque année pour les jeunes qui se déroule. Donc ce tournoi anti-Guyane, on le joue à 7, donc en rugby à 7, et avec les règles World Rugby. Donc là, ça veut dire qu'on joue avec la possibilité de plaquer à ce niveau-là, de coffrer les ballons, comme on dit dans le vocabulaire du rugby, ce qui n'est pas autorisé, y compris chez les seniors, dans notre catégorie de rugby, dans le championnat de Guadeloupe. Voilà. Alors, pour mieux faire connaître justement la discipline, est-ce que vous entrez dans les écoles? Alors, on a un gros programme. D'ailleurs, j'ai eu la possibilité de partir à Marcoussis, au Centre national du rugby, autour du colloque UNSS. Donc, on a un programme qui s'appelle École Ovale, qui est porté... il se trouve que moi, je suis aussi responsable de la commission École Ovale, parce que je trouvais légitime d'être à la fois commission École de rugby et commission École Ovale. Comme on n'est pas un très gros comité, c'est jouable. Dans les très gros comités, c'est juste pas possible. Hein. Mais donc cette intervention, elle se fait avec ce programme École Ovale qui se décline de la maternelle jusqu'à l'université,
où on intervient auprès des enseignants pour les former à la pratique du rugby et à l'utilisation pédagogique de ce sport. Alors, et à nouveau, c'est pas nécessairement du sport avec du combat. Ça, si on veut en faire à l'école, on a les sections UNSS. Et donc voilà, donc on a pas mal d'interventions auprès des écoles. Là, le CTC a fait un gros boulot là-dessus. Techniquement, vous parliez donc de ce challenge qui aura lieu donc demain et qui va regrouper donc plusieurs équipes. Donc, ce sont, si on a bien compris, des équipes qui se sont constituées au sein d'un même club, puisqu'il faut être 4, c'est ça? 4 voilà, par équipe. équipe. De 4, oui. Donc, du coup, est-ce que ça aussi, ça permet de s'ouvrir aussi un peu sur d'autres formations qui pourraient se monter dans d'autres lieux et qui donneraient en fait envie aux enfants de venir encore plus au rugby? C'est vrai que c'est un challenge technique. Qui permet d'évaluer le niveau des pratiquants. Mais est-ce que, donc, justement, en permettant d'ouvrir, de voir ce que c'est, de se dire aussi, oui, moi, je peux le faire aussi? Ouais, alors, donc c'est ce qu'on fait donc, dans les écoles, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais dans les pratiques de rugby, en fait, le rugby, à 4, ça se joue jamais vraiment, à part sur ce challenge, où il n'y a pas d'affrontement. Hein, non, c'est vraiment de la technique individuelle. Mais sinon, le rugby peut se jouer à 5. Donc ça, c'est le rugby à toucher qui peut se jouer, on parle du rugby à 5. Il y a le beach rugby également qui se joue à toucher. Donc ça, c'est un gros projet qu'on aimerait porter parce que une manière de faire connaître le sport, c'est aussi de donner accès à la population. Et sur les plages, alors après, il faut avoir les plages qui soient disponibles. Voilà, il y en a une, souvent elle est utilisée par le football le dimanche matin, ce qui est normal, c'est comme ça, donc il faut trouver un autre créneau. C'est pas très grave, ça, on peut s'adapter, mais c'est vrai que ça fait partie de ces éléments. Ensuite, on a eu plusieurs événements en début de saison avec les féminines également de ce type-là. C'est ramène ton pote ou ramène ta pote, on se retrouve sur une plage et puis on apprend les rudiments de ce sport de cette manière-là. Parce que la particularité du rugby, en vérité, c'est quoi? Parce qu'on peut le faire dans n'importe quel... Même s'il n'y a pas d'herbe, on peut jouer au rugby. C'est qu'il faut avancer en passant le ballon en arrière. Donc c'est quand même un truc bizarre, évidemment. Ouais. C'est peu contre-intuitif. Et la seule manière de passer le ballon en avant... C'est le biaba. C'est avec un coup de pied, à condition que le partenaire soit derrière nous. Voilà. Donc voilà, donc il y a des aspects techniques importants, mais une fois qu'on a compris ça, parce que quand on va faire découvrir le rugby, c'est impossible. Les enfants, ils ont joué au hand, ils ont joué au basket, ils ont joué au foot, ils ont un copain devant, ils lui envoient le ballon. Ça s'appelle un avant, ça marche pas. Donc voilà, donc il faut. Mais une fois qu'on a intégré cette règle fondamentale, eh bien, on arrive à s'amuser parce que justement, il faut trouver le partenaire, il faut se démarquer, il faut prendre l'espace. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans le rugby, et ça je le dis, c'est la troisième mi-temps. Ouais, je pense qu'on va la retrouver un peu partout, dans tous les sports. Elle est effectivement fondamentale. Oui. Mais oui, parce que les moments conviviaux, surtout après les quelques années qu'on vient de passer, là, sont très importants. Prononcé plus dans le rugby que dans les autres disciplines, cette troisième mi-temps. Oui, mais toujours avec modération quand même. Évidemment, hein. Non, oui, bien sûr, ça fait partie. Ça fait partie, et puis même après les entraînements des enfants, en général, on essaie de proposer un petit goûter, un petit sirop, histoire de passer un moment ensemble pour décompresser. Parce que c'est vrai, c'est comme tout. Enfin, le rugby, il y a quand même plus que du contact, puisque c'est quand même du corps à corps sur certaines phases de jeu. Et donc, c'est réglementé, mais ça génère beaucoup d'influx, d'adrénaline. Et puis après, il faut faire retomber tout ça. Il y a toujours le moment de détente tous ensemble. Et on va toujours boire un verre ensemble à la fin. Alors, un petit rappel concernant le challenge. Ouais. Alors, l'ORC, c'est demain matin au terrain de bas du fort. Donc, c'est le terrain du club Good Luck à Gosier. Ça commence à 9h et les équipes sont convoquées pour passer sur les ateliers. On a des évaluateurs d'ateliers qui sont les éducateurs des différents clubs. Moi, personnellement, je vais m'occuper de l'atelier règles du jeu avec un jeune arbitre qui est arbitre au pôle rugby du CREPS. Et donc, chaque équipe va passer, elle va être notée, évaluée, chronométrée sur les skills. Et ensuite, on va définir le vainqueur, l'équipe vainqueur chez les garçons, l'équipe vainqueur chez les filles. Et puis en espérant qu'ils aillent défendre correctement nos couleurs. L'an dernier, alors il n'y a pas de remplaçant dans ces équipes. Donc l'an dernier, notre équipe nous avait bien défendu jusqu'à ce qu'il y ait une blessure et que, ils ont fini... ils n'ont pas été très, très bien classés, mais en tout cas, ils ont pu défendre les couleurs du territoire.
le rugby sera cité une nouvelle fois, puisqu'il va falloir que vous fassiez le bilan sur le plateau de Canal 10. Écoutez, Voilà. avec grand plaisir. Vincent, justement, quand on entend, ou bien M. Sinan, hein, donc on se rend compte qu'en Guadeloupe, les nouvelles pratiques, entre guillemets, hein, avec le rugby qui se développe, qui prend aussi plus de place dans le milieu scolaire. Vous qui disiez en début d'émission que le retour après le Covid des licenciés, n'était pas encore au niveau espéré. On se rend compte que il y a ces nouvelles pratiques aussi qui intéressent beaucoup les jeunes sportifs guadeloupéens et qui sont aussi, on va dire, des dangers potentiels pour vos disciplines. Alors moi, je crois à l'inverse, en fait. Je crois à l'émulation positive, en fait. Je pense que plus il y a d'acteurs positifs, plus ça incite à nous à être meilleurs aussi. On développe aussi les différentes formes de pratiques. Hein. On développe le hors-d'acat, on développe le beach handball. On a relancé des conventions avec l'UCEP et l'UNSS qui étaient présentes mais qui perdaient un peu en dynamisme. Donc on essaye de redynamiser un peu ces aspects-là. Donc du coup, il y a beaucoup de similitudes. On essaye aussi de rivaliser et je crois vraiment que il y a de la place pour tout le monde, pour que tout le monde existe et qu'on soit là pour se tirer tous vers le haut. Voilà. Sinon. Oui, mais je pense comme ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que nous, aussi, on ne peut pas avoir tout le monde. Hein. C'est vrai qu'on a mis en place le savoir rouler aussi. On essaie de faire beaucoup de choses. On a mis en place le savoir rouler qui marche très bien. Donc, nous, on n'a pas de souci avec les autres disciplines parce que les enfants, même si parfois ils viennent au vélo, mais après, ce n'est pas leur destinée, ils partent autre part. Donc, je pense que ce soit au rugby ou au handball, c'est pareil. Les gars, ils n'ont pas encore choisi à 13-14 ans. Ils ont encore le temps de voir. Ouais. L'école de vélo, c'est obligatoire pour les clubs ou c'est encore une structure qui se met au bon vouloir des clubs? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je trouve que c'est dommage parce que pour avoir une bonne équipe, il faut avoir la base. La base, c'est l'école de vélo. Mais quand même, on doit tourner autour de 75% des clubs qui ont une école de vélo dans notre comité. Il y a d'autres qui font que du cyclisme de haut niveau, mais bon, c'est pas la bonne solution. Très bien, on va poursuivre Richard avec donc les résultats du week-end et surtout les affiches que vous pouvez bien sûr retrouver sur les stades et on commence par le foot. Oui, bien on commence par le foot avec la régionale 1, la régionale 1 Vito, donc on va disputer la 17e journée, la poule A, avec cette rencontre qui est reportée entre le club sportif capacitérien et le CSM, les deux extrêmes. Et puis la jeunesse évolution Exan, donc pour cette 17e journée, le CSM qui justement a été battu par la Gauloise sur le score de 2-1, ça c'était mercredi soir. Le Sporting qui va recevoir la Gauloise, là ça va se passer à Bémaro. La jeunesse, la JSVH, qui là aussi va recevoir la Restar, ce sera demain après-midi, et puis demain après-midi également le CERFA qui sera reçu par l'AS Gosier au stade de Sainte-Anne. La poule B que l'on va voir maintenant avec vous, Séverine. Bien sûr, cette poule B, donc la rencontre l'USBM, qui est exempt sur cette journée de championnat. Donc en amont, donc dans cette journée, la solidarité scolaire s'est imposée face au Phare, donc avant-hier soir, donc sur le but de 1-0. Donc samedi, vous pourrez suivre AOG contre le Phare. Donc cette rencontre aura lieu donc à Gobert. Samedi 4 février, toujours à 15h30, le Stade Lamantinois va accueillir la solidarité scolaire. Et puis toujours ce samedi à 15h30, la Juventus sera opposée à l'Étoile de Mornalo, Richard. Oui, et puis évidemment, on va suivre également la poule B, enfin la régionale 2 précisément, 17e journée. On va voir l'ensemble des rencontres. La poule A avec l'USGB qui sera opposé au Rapid Club de Petit Canal, le Racing qui va recevoir l'UNAR, l'USR la Résistance, le Zénith Club Sport, l'AS Maziana USCB, l'AS Moule qui va recevoir l'USA et puis l'US Cambourg face à l'Éclair. Alors ce qui donne au classement avant cette 17e journée, l'US Cambourg en tête avec 60 points devant le Zénith 51, troisième l'AS Moule 45, ferme la marche, l'USCB avec 17 points. La poule B.
La poule B, donc toujours dans cette régionale 2, donc toujours ce samedi pour les premières rencontres à 15h30. Donc l'Olympique sera opposé au Cygne Noir à Anse-Bertrand. L'Arsenal va accueillir la JSA à Petit-Bourg. À Bouillante, l'AS Saint-Robert va accueillir la Juvenis. Et puis plus tard dans la soirée à 20h, à Capesterre de Marie-Galante, l'Amicale sera opposé à l'Intrépide. On passe au dimanche pour la suite et fin donc, de cette nouvelle journée en régionale 2. À Saint-François, l'AS Dragon sera opposé au CAM. Et toujours à 15h30 à Sainte-Rose, cette fois la Frégate sera opposée au CSB. La JSF est exempt pour ce week-end. Maxime sera libéré. Oui, et qui retrouve un petit peu de couleur dans le but de la JSF. Donc l'Amicale occupe la première place avec 53 points. Deuxième, le Cygne Noir avec 44 points. Troisième, le CAM avec 41 points. Quatrième, la JSA. Et donc, qui ferme la marche dans cette poule de régionale 2. Poule B, 13e, l'Intrépide avec 15 points. Et puis, on n'oublie pas justement les femmes, puisqu'elles vont disputer aussi leur journée avec... ce sera la 11e journée concernant les femmes. L'USBM sera opposé au Sporting, en tout cas c'est ce soir, à 20h30. La Roger qui va recevoir l'Étoile, ce sera donc demain soir 18h30 à Goubert. Le Sirocco face à l'AS Anonyme, c'est le dimanche à 8h30 cette rencontre. Et le dimanche toujours 15h à Saint-Louis-Marie-Galante, MJFF face à l'Entente Inter CRSF. Et puis toujours le dimanche à 15h30 à Petit-Bourg, l'Entente Arsenal Stade Lamantinois qui sera opposée à l'Entente CSC-USC. Dernière rencontre qui aura lieu le dimanche, mais à 16h au Gosier, c'est l'AS Moreau qui va recevoir la Résistance. Ce qui donne au classement, avant cette 11e journée, le Sporting qui occupe la première place avec 33 points, juste devant l'AS Anonyme, deuxième, 32 points, et puis troisième, l'Entente CSC-USC, 30 points ferme la marche, la Roger, 12e avec 10 points. Le handball est cité aussi dans ce championnat. Et oui, donc on passe au hand et donc cette nouvelle journée de championnat, on va découvrir donc l'excellence masculine, donc avec l'Intrépide qui affronte la JTR. Cette rencontre a lieu donc ce soir à 21h à Saint-François. L'ACB reçoit à Bouillante la ZUP à 20h30, toujours ce soir. Demain soir, le Club Sport sera opposé à l'Étoile. La rencontre aura lieu à 20h30 à Raisin-Clair. Le Cygne Noir va accueillir à Fouillol l'Infini à 20h30, c'est dimanche. Et donc ce soir également, il y a Zion-La qui est opposé à la JSA à Petit Canal à 21h. En ce qui concerne les femmes qui seront de la partie, l'Intrépide de Sainte-Anne sera opposé à la JTR, c'est ce soir 19h45. L'ACB face à Bouillante, toujours ce soir, mais match qui a déjà débuté, ça sera face à la JUP à 19h. Club Sport, et ça va se passer à Raisin-Clair, Club Sport qui va recevoir demain à 19h l'Étoile. Le Pointe-à-Pitre handball à Fouillol qui sera opposé à l'Infini et à 17h. Et puis le Zayen-là à Petit Canal. Cette rencontre, justement, c'est ce soir, 19h45 face à la JSA. On enchaîne avec le volley pour donc ce week-end. On vous propose donc le programme de cette nouvelle journée de championnat en volley. Donc 12e journée de championnat, le GUC volley qui sera opposé au CMGVB à 19h30 et donc ce sera demain à Fouillol. L'Étoile sera opposée à l'US Goyave à Petit Canal à 20h30. L'UFM accueillera le Fumerol toujours ce samedi à 19h30 à l'UFM. Au gymnase de Laura Flessel, l'Arsenal sera opposé au Racing Beach. La rencontre aura lieu dimanche à 19h30. Et au Moule, ce samedi à 20h, l'ESM sera opposé au Colonial. Toujours en volley, mais chez les femmes, avec le GUC volley à Fouillol qui va recevoir demain soir, 18h, le CMGVB. Et puis l'Étoile qui sera opposée à l'US Goyave, 19h à Petit Canal. La troisième rencontre, ESM. Au gymnase Laura Flissel, c'est à Petit-Bourg, 18h, ce sera le dimanche soir, 18h, et qui sera opposé au Fumerol. Le basket.
Le basket avec donc ce week-end, donc la 11e journée de championnat chez les hommes. L'AOG sera opposé au New Star. La rencontre aura lieu demain à 20h à Gourbert. L'AS Vatable à Sainte-Rose sera opposé à l'USR, toujours à 20h. Les Flyers seront opposés au Banello. La rencontre n'aura peut-être pas lieu à Sainte-Rose. Le lieu est à déterminer. Le BMBC sera opposé à l'EDO au gymnase Valais-Alamy de Bémao à 20h. Et la MJCA recevra le GGB, et ça sera le dimanche à 17h, donc à Sainte-Rose. Chez les femmes, le GGB, eh bien, qui était opposé au BMBC, eh bien, finalement, le BMBC s'est opposé 2 petits points, 56 à 55. Une autre rencontre qu'il fallait suivre, c'est le Pôle Espoir qui était opposé à l'USR, victoire du Pôle Espoir 40 à 37. Et à Sainte-Rose, donc, aura lieu, en tout cas ce soir, la MJCA qui va recevoir justement l'USR. Pourquoi c'est à Sainte-Rose? On peut se poser la question, parce que c'est à MJCA. Faut pas, les difficultés d'infrastructure font que les clubs n'ont vraiment plus de domicile et jouent un peu partout. Voilà. Et il y a une dernière rencontre, justement, la dernière rencontre, c'est le BMBC qui... Et je précise, la rencontre aura lieu demain, à 18h. Le BMBC, mais oui, c'est un petit peu ça le problème des infrastructures. Le BMBC qui va recevoir le Cygne Noir, ce sera demain soir à Bémaro. C'est terminé, en tout cas, pour le basket. Un petit mot avant de se quitter, justement, on nous fait signe qu'on déborde un petit peu. Merci. Donc, un petit mot pour chacun de nos invités avant de se quitter. Vincent? Écoutez, c'était un plaisir d'être parmi vous et merci pour en tout cas l'éclairage que vous amenez sur l'ensemble de nos disciplines. C'est agréable. Merci à vous. Je tenais à vous remercier. Voilà. Merci. On essaie. On fait de notre mieux. Je fais un récapitulatif du week-end. Donc, demain après-midi, 14h, U15, U17. Dimanche, toujours demain, j'allais oublier, le BMX au Vélodrome à partir de 14h. C'est la première manche de Coupe des îles de Guadeloupe. Et dimanche, les féminines à 8h. Et les Open, Elite, Access à 9h30. Avec Pascal qui sera sur l'événement. Avec Pascal, bien sûr, qui sera sur l'événement que vous pourrez suivre, bien sûr, sur Canal 10 en direct. On le salue, Pascal. Il est avec nous là. Je voulais vous remercier aussi d'avoir donné la parole un peu au rugby en Guadeloupe, où on est petit sport quand même si on a un peu plus d'un millier qui grandit. Oui, j'espère. C'est une année importante pour le rugby français, c'est la Coupe du Monde à l'automne qui arrive, et avec beaucoup d'espoir fondé dans l'équipe, malgré peut-être les turbulences que connaît la FFR à l'heure actuelle, mais ça, on va rester sur le sportif, et sur le sportif, on a une belle génération qui peut faire quelque chose de pas mal, je pense. Donc je vous invite à les suivre. On le fera. En tout cas, avant de les suivre, vous avez rendez-vous donc demain avec les écoles de rugby pour le challenge. Et bien sûr, ça se passe au Gosier, juste à côté du gymnase, le terrain qui est là, de la route, vous voyez. Flambant neuf. Vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Voilà, donc pour nous, bien sûr, c'est terminé ce soir. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis et vous avez le planning. Donc, n'hésitez pas. Rendez-vous sur les différents terrains. Rendez-vous sur la route pour encourager nos cyclistes qui sont de retour. Et bien sûr, allez au rugby également pour encourager les jeunes. N'hésitez pas, en tout cas. Allez-y, faites-vous plaisir, faites du sport, bien sûr. Et puis nous, on se dit rendez-vous lundi, Richard. On te retrouve avec Pascal. On se retrouve avec Pascal. Et puis vendredi, on sera de nouveau ici sur Sport 10, bien sûr, pour vous préparer votre week-end sportif. Voilà. Bonne soirée à vous. Et puis profitez bien de votre week-end. Et puis à dimanche avec Pascal et à lundi dans Challenge Sport. Bonne soirée à tous. Walking